Situé au sud dans la région du Moyen-Charly, le département de la Grande Sido s'étend sur une superficie de 12 600 km avec une population estimée à 128 000 habitants et figure parmi les régions du Tchad où le taux d'analphabétisme est très élevé. Selon nos recherches, le taux d'analphabète est à 97,25%. Depuis 2007 jusqu'à nos jours, nous avons alphabétisé au moins 3 910 apprenants dans la sous-préfecture de Maro, de Dannemadi et de Sido. En matière d'infrastructures mobilier scolaire, au école primaire, nous avons 134 salles de classe en dur, ce qui donne une moyenne de 165 élèves par classe à l'école primaire. Pour ce qui est donc du mobilier, nous avons en tout 2767 tables bancs, soit 8301 places assises, pour ce qui donne que 13 465 élèves sont sans places assises. Dans ce processus d'intégration communautaire, les enfants autochtones et réfugiés sont souvent confrontés à des situations qui limitent, voire anéantissent les possibilités d'apprentissage qui devraient leur être offertes. Cela est dû à plusieurs facteurs. Ça se voit à l'œil nu. Nous n'avons pas de bâtiment en dur. Nous avons des sécos. Et puis le bâtiment là-bas, c'est le bâtiment de l'école biblique que nous avons hérité. Entre-temps, on travaillait avec la GTZ. Ils nous avaient demandé de casser la cloison. Et nous avons dit que, bon, comme c'est un bâtiment qui nous a été légué, et si on cassait même la cloison, bon, ça ne va pas durer. Donc c'est resté comme ça. Nous n'avons pas de maison en dur. Les morceaux de bois soudés servent de banc aux écoliers. Pas de latrine, ni de forage, sauf quelques salles de classe construites en tiges de mil. Nous n'avons pas de forage ni de latrine. Nous avons essayé de creuser une latrine, mais les fonds nous ont manqué, nous n'avons pas pu finir. C'est resté comme ça. Nous avons une fosse de 4 mètres sur 4 que nous avons creusé l'an dernier, mais c'est resté comme ça. Nous sommes à l'école officielle de Nadili. Les élèves entrent en classe. Les salles de classe plutoniques avec plus de 150 élèves par classe. Les cours commencent tard et finissent tôt. Silence. Silence. Pour moi, la vie est facile et
Pas de place assise, les classes combinées avec des élèves debout ou assis à même le sol. Nous avons un bâtiment de 3 salles de classe. Et ce bâtiment de 3 salles de classe ne suffit pas. À côté de ça, on a 5 hangars. Et par classe, l'effectif varie de 130 à 120, 111. Donc, par classe. Et ce qui fait qu'on a un peu de problème parce que les hangars ne suffisent pas. À chaque fois, les hangars tombent et pour reconstruire, ça pose problème. Il faut attendre 1 mois ou 2 mois et on commence le cours avec un retard dans certaines classes et on finit aussi tôt. Parce que quand la pluie arrive, on ne pourrait pas rester sous le hangar travailler. Ce qui fait qu'on rencontre un peu de difficultés au début comme à la fin de la rentrée. Donc nous souhaiterons avoir d'autres structures un peu fiables pour bien encadrer nos élèves. Même problème à l'école baptiste. Nous n'avons aucun bâtiment en dur. Avec vos camarades, vous pouvez constater. Le manque de points d'eau potable et de latrines dans la plupart des écoles fait que les élèves apportent leur eau dans les petits bidons en classe. En classe, une salle compte 85 élèves, des fois 70, des fois plus des élèves dans chaque classe. Et compte tenu des difficultés, nous devons séparer des classes, mais nous n'avons pas de moyens pour pouvoir séparer les classes. C'est quoi ou c'est bien? C'est bien. Tu peux venir au tableau pour me montrer tête, tomate, la tomate, la est où? Tomate. Les places assises là, il n'y en a pas. Sauf vu l'effectif que j'ai donné, pour avoir des places, c'est un peu difficile. Certains élèves apportent leur banc de la maison pour s'asseoir. Donc les places assises là sont rares, même dans les bâtiments. Vous voyez, les salles sont conçues pour 60 places. On a 100 quelques. Ça ne suffit pas. Donc on est obligé de faire venir les tables bancs les bancs de la maison pour faire asseoir les élèves. Et l'irrégularité de salaire du personnel enseignant entraînant la suspension des cours avant la fin d'année scolaire officielle. Même problème à l'école baptiste. Bon, nos problèmes sont énormes puisque à l'œil nu, vous voyez que nous avons presque des hangars qui constituent des salles de classe. Pour même dispenser les cours, les anciens ont des difficultés. Il nous manque largement de mobilier scolaire. Il nous manque aussi une insuffisance de fournitures scolaires et nos bâtiments ne sont pas en dur. Donc voilà les problèmes qui sont vraiment très embêtants chez nous ici au niveau de l'école baptiste. Dans ce processus d'intégration communautaire, les enfants autochtones et réfugiés sont souvent confrontés à des situations qui limitent, voire anéantissent la possibilité d'apprentissage qui devrait leur être offerte. Cela est dû à plusieurs facteurs. L'insuffisance du matériel didactique et des bibliothèques,
le manque de points d'eau potable et de latrines dans la plupart des écoles, le manque de moyens pour une réforme profonde des programmes et méthodes d'enseignement devenus obsolètes, la faiblesse du pouvoir d'achat par des parents qui ne peuvent plus soutenir la scolarité de leurs enfants, la mauvaise gestion des ressources de l'école. L'APE a été créé pour soutenir l'école et pour diriger aussi les enseignants. Les sources de revenus, c'est-à-dire que parfois on fait des champs scolaires et on fait aussi des cotisations des parents pour mieux soutenir l'école. Pour supporter les charges, c'est les cotisations qui nous permettent de supporter les charges. Écrivez, oh, montrez. Montrez. Ah, oui, très bien. À cela se greffe l'insuffisance du personnel enseignant qualifié, contraignant au recrutement d'enseignants suppléants sans formation pédagogique appelés maîtres communautaires. On a 8 maîtres communautaires et un seul titulaire. Vous voyez, ça pose problème pour l'encadrement de ces enseignants. Parce qu'il faut que le directeur soit déchargé. Mais vu l'effectif, je suis obligé d'intervenir. Ça ne me permet pas vraiment de suivre mes enseignants dans leur classe. Donc il faut que l'État pense le doigt à cela pour nous permettre d'encadrer. Et ces enseignants communautaires, il n'y a que 3 seulement qui sont formés, mais les 5 autres là, ils ne sont pas formés. Donc ils ont besoin d'une formation pour mieux encadrer les élèves. Rimer. Joyeux. Les maîtres communautaires sont 5 et il y a un maître qualifié de l'État. Donc en principe nous sommes au nombre de 6, donc 5 maîtres communautaires et un maître qualifié. L'éducation des filles est une priorité de l'État. Mais dans certaines écoles, dans la Grande Sido, les filles éprouvent d'énormes difficultés dans le domaine des études. En tant que formatrice et proche des femmes, je vais les aider en les formant et en les amenant à comprendre que la scolarisation des filles est très importante et il faudrait que les femmes s'y mettent. Et je vais leur amener aussi à savoir que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et le pays a vraiment besoin de ces filles pour la construction d'un avenir. Jindangra ame tamkade dosnikil ngana jike diago que girnya ya da asalo fréquentation ki école ya kuli nganya clair ki begi nganda nyano jindangra ame ka jindan kumji goditu ka dawne ki kete kam école tu janda kumji gir ngan gitu janda kumji gir maître gitu jad aider ape kam clair tu jad sensibiliser kongan ki be ngande ki Anyangan bes kandi kadaren école ta kad nyangan ki bien kadren école tout. Je vais les former concernant les associations des mères d'élèves et ensuite les formations sur les AGR, activités génératrices de revenus,
pour les permettre d'appuyer l'école, d'organiser par exemple les tutorats, les cours d'été, les coutures et de suivre ces filles-là pour que d'un moment à l'autre, on sente un changement. Les efforts fournis par le HCR et l'UNICEF dans le département sont concentrés au camp des réfugiés et sont pratiquement embryonnaires par rapport aux besoins réels des écoles des communautés autochtones. C'est ainsi que le gouvernement tchadien a demandé à la Commission européenne d'intervenir dans la région avec le programme Linking Relief to Rehabilitation in Development, LRRD. Le projet dont nous avons la charge de mettre en œuvre et qui s'intitule Projet de renforcement de l'accès de la qualité de l'éducation dans la Grande Sido dans un processus d'intégration entre population autochtone et population réfugiée est un projet qui est mis en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle le programme LRD. Et le programme LRD, c'est un programme qui met l'accent sur l'intégration des réfugiés, qui met l'accent également sur l'aspect réhabilitation des structures, des infrastructures, et qui met aussi l'accent sur l'aspect développement. Spécial dans certaines écoles du département de la Grande Sido. Nous sommes à l'école centre B de Maro. Tous les bâtiments sont en dur, avec des latrines et des forages. Mais la prise en charge des enseignants suppléants reste insatisfaite. Tous nos bâtiments sont en dur. Nous n'avons pas de bâtiments en séco. Nous avons des latrines, nous avons aussi 2 forages, un forage aménagé et une pompe manuelle. Malheureusement, la pompe manuelle est tombée en panne. Jusqu'à là, ce n'est pas. Nous avons au total 5 mètres communautaires et 3 mètres formels. Même chose pour l'école dans les camps de réfugiés. Tous les bâtiments sont en dur. Un table-banc pour 3 élèves. Mais la prise en charge des maîtres communautaires et l'insalubrité de la latrine restent à désirer. Nous avons 36 salles de classe. On n'a pas eu un bureau administratif. Nous avons utilisé une salle de classe comme bureau administratif. Et pour cette fois-ci, on est en train de fonctionner avec 35 salles de classe.
nous avons au total 40 enseignants qui sont là à l'école de Yarungu. Nous avons 2 directions, il y a 2 qui sont à la direction, qui ne sont pas chargés des cours, ils sont chargés de l'école. Mais les 40 qui sont chargés d'école, il y a 23 qualifiés et on a 17 maîtres non qualifiés. Il y a 15 000 réfugiés et plus de 2000 élèves qui sont là-bas et qui sont concernés par ce programme également. Donc, à ce niveau, nous allons, au niveau de cette association des parents d'élèves de l'école de Yarungu, essayer de les accompagner dans la réforme même du fonctionnement de leur établissement. Cet établissement était au début soutenu fortement par les partenaires, HCR et autres. Maintenant, les parents réfugiés doivent de plus en plus prendre en charge l'école, donc il faut réfléchir avec eux pour voir comment orienter l'école, comment prendre en charge l'école pour qu'ils soient vraiment les premiers responsables de cette école et non les autres partenaires. Il y a toute la question des maîtres qui enseignent dans cette école-là aussi. Nous allons, dans une première année, appuyer également la prise en charge de ces maîtres, juste la première année. À partir de la 2e, 3e année, les associations des parents d'élèves, les associations des mères d'élèves vont essayer elles-mêmes, avec les activités génétiques de revenus développés, de prendre en charge les maîtres communautaires au niveau de l'école de Yarungu, comme les autres associations des parents d'élèves le font dans les 25 autres établissements que nous appuyons. L'école n'a pas autre source que les cotisations que versent les parents. C'est les cotisations de l'écolage nationalement. Il n'y a pas une autre source que l'école reçoit. C'est surtout les structures d'accueil parce que maintenant, avec l'explosion démographique là, de 300 élèves en 1996, on est allé maintenant à 500. Alors, c'est les structures d'accueil qui nous manquent. Les bâtiments sont en nombre insuffisant et les tables bancs même, et même les manuels. Mais les manuels là, peut quand même de grâce, a pu maintenant acheter des livres. Donc, il y a 2 enfants sur 1 livre cette année. Mais le grand problème reste au niveau de la divulgation des personnes étrangères au mois de cours. Et on est obligé même de construire, de clôturer la cour là avec les bois, mais les gens sont obligés de passer encore entre les bois. C'est comme ça que vous avez vu quelque part, on a initié quand même un petit projet de faire le mur, mais les moyens manquent encore, donc progressivement, on va essayer de clôturer carrément l'école là en mur pour empêcher les animaux et les personnes étrangères de traverser la cour de l'école aux heures de cours. Aussi, au niveau des établissements, non seulement le problème des maîtres que nous devons former, mais les hangars. Parce que si vous allez bien dans les établissements, vous allez vous rendre compte, plus de la moitié, les 70% des établissements que nous appuyons, les classes, les cours se font sous des hangars en paille. Donc il faut aider aussi les associations des parents d'élèves à réhabiliter, à améliorer ces hangars. Il faut les aider. Il faut également les latrines, les points d'eau sont inexistants dans plus de 70% de ces établissements. Il faudrait aussi, dans le cadre de ce projet, voir comment aider également les parents d'élèves à installer des latrines, à installer les points d'eau pour que le cadre de vie scolaire soit agréable et sain pour les élèves. Et en dehors de tout ce que nous allons faire pour les élèves, pour les enseignants, il y a pour les adultes eux-mêmes, qu'il s'agisse de réfugiés ou de populations autochtones, toute la question de l'analphabétisme. Dans la région, le taux d'alphabétisme est des plus élevés du Tchad. Donc nous allons former les alphabétiseurs, nous allons les outiller
afin que ces alphabétiseurs puissent alphabétiser dans les meilleures conditions les adultes qui sont au niveau de notre zone d'intervention, c'est-à-dire les 26 villages dans lesquels nous allons intervenir. Comme partenaire d'exécution de Accra dans le projet LRD Éducation, le partenariat d'appui pour le développement des innovations en éducation, santé et environnement a pour rôle de promouvoir principalement le développement communautaire à travers la thématique éducation et développement. Comme principal axe d'intervention dans le programme LLRD, nous avons donc la formation en gestion et en organisation des associations des parents d'élèves et des mères d'élèves, le suivi de ces mêmes associations, la formation des maîtres communautaires, la formation des animateurs en alphabétisation, l'élaboration des matériels didactiques pour alphabétiseurs et enfin l'appui à la collecte des données de base dans les écoles de la Grande Sido au service de l'inspection départementale de l'éducation nationale. Voilà un peu les principaux axes d'intervention du PADIES dans le programme LLRD. Un acteur sur lequel nous devons beaucoup compter avant de compter sur les autres, c'est bel et bien l'État. La question de l'éducation, surtout de l'éducation de base, étant actuellement une priorité du gouvernement de la République du Tchad, nous pensons que l'État va apporter beaucoup de contributions pour pouvoir convaincre, pour pouvoir aider également, encourager, si j'ose le dire ainsi, les autres